8 ans après avoir soulevé les passions, l'affaire Ranucci risque de rebondir. Christian Ranucci, faut-il le rappeler, a été condamné à mort puis guillotiné en 1976 pour le crime d'une petite fille à Marseille. Les avocats de Ranucci ont déposé une requête demandant la révision du procès. Persuadés de l'innocence de leur client, ils visent la réhabilitation. Pour l'heure, un commissaire de police mène une nouvelle enquête sur l'affaire et en particulier sur les doutes qui, selon les avocats, demeurent à propos de la culpabilité de Christian Ranucci. Pour TF1, Jacques Lenoir a reconstitué les faits et recueilli des témoignages inédits. Regardez. 3 juin 74, il est 11h, c'est là, cité Sainte-Agnès à Marseille, qu'une petite fille de 8 ans est enlevée par un inconnu qui l'emmène en voiture. Elle s'appelle Maria Dolores. 2 témoins ont assisté à l'enlèvement. Son petit frère, Jean, 6 ans, et un garagiste qui travaille en face. Tous les deux sont d'accord, l'homme était grand, mince, et il est parti au volant d'une Simca. Le même jour, à 20 km de là, vers midi, un accident se produit à ce carrefour. Un coupé 304 Peugeot brûle le stop, percute un véhicule arrivant sur la gauche, fait demi-tour et prend la fuite. Au volant, un jeune homme de 20 ans représentant de commerce, Christian Ranucci. 2 témoins arrivés sur les lieux le poursuivent, rattrapent la 304 qui s'est arrêtée, relèvent son numéro, avant de voir le conducteur grimper le talus et s'échapper dans les fourrés. Il portait, disent-ils, un paquet volumineux sous le bras. C'est là, précisément dans ces buissons, qu'on retrouvera le corps de la petite fille. L'enfant a été poignardé. Aussitôt, Ranucci est arrêté. D'abord, il nie, mais en présence des automobilistes qui le reconnaissent et ne parlent plus cette fois d'un paquet sous le bras, mais d'un enfant, Ranucci avoue après 18 heures d'interrogatoire. Après avoir caché le corps dans les buissons, raconte-t-il, il s'est engagé en voiture dans ce chemin menant à une champignonnière, une espèce de grotte dans laquelle il est entré. Son véhicule s'est embourbé et au bout de plusieurs heures, il est allé chercher de l'aide. Le patron de la champignonnière l'a sorti de là. Celui-ci aujourd'hui, comme beaucoup de témoins dans cette affaire, ne veut pas parler devant la caméra. Tout paraît donc clair, non seulement Ranucci avoue, mais il indique lui-même aux policiers l'endroit où il a caché le couteau. Les gendarmes le retrouveront dans ce tas de fumier. En plus, il dessine lui-même le plan des lieux où il a enlevé l'enfant. Enfin, dans sa voiture, on découvre un pantalon taché de sang, groupe A, son groupe certes, mais aussi celui de Maria Dolores. Les charges semblent accablantes. Et pourtant, 15 jours plus tard, il revient sur ses aveux, accuse la police de l'avoir obligé à parler. De sa cellule des Baumettes, il clame son innocence, mais personne ne le croit, car jamais il ne présentera une version cohérente de son emploi du temps. « J'avais beaucoup bu la veille, je ne me souviens de rien », dira-t-il simplement pour sa défense. Le 10 mars 1976, il est condamné à mort. Le public applaudit. 3 semaines plus tôt, il est vrai, avait éclaté l'affaire Patrick Henry, meurtrier d'un petit garçon à Troyes. La grâce est refusée et le 28 juillet 1976, Ranucci est guillotiné. Ses derniers mots, « Je suis innocent », ce qu'il avait répété 100 fois dans ses lettres envoyées de prison. Aujourd'hui, 6 ans après, des questions graves et des doutes sérieux demeurent à propos de cette affaire, ce qui explique la nouvelle requête de ses avocats. Ainsi, pourquoi le juge d'instruction, mademoiselle Di Marino, n'a-t-elle pas jugé utile d'entendre les 2 témoins de l'enlèvement, le petit garçon et le garagiste, qui ont toujours parlé d'une Simca et n'ont jamais reconnu Ranucci? Pourquoi les principaux témoins de l'accusation, les 2 automobilistes, ont-ils d'abord déclaré qu'ils avaient vu un homme transportant un paquet assez volumineux, pour affirmer ensuite qu'en fait cet homme tirait un enfant? Les procès-verbaux l'attestent. Et puis reste le mystère du pullover rouge, ce pull que les gendarmes ont trouvé dans la champignonnière. Les chiens, après l'avoir flairé, sont allés jusqu'au corps de la petite. Ce pull a donc un lien avec le crime. Or, c'est prouvé, il n'appartenait pas à Ranucci. En revanche, pas très loin des lieux de l'enlèvement dans cette cité, des témoins peu avant le crime avaient repéré un homme au pullover rouge, roulant en Simca, qui accostait les petites filles en utilisant exactement le même stratagème que pour Maria Dolores. Les enfants et le gardien de l'immeuble sont formels. Cet homme et Ranucci sont 2 personnes différentes. Ah, tout à fait différentes. Tout à fait différentes. Alors vous savez qu'on a retrouvé sur les lieux du crime de la petite Maria Dolores un pullover rouge. Oui, j'ai suivi l'affaire. C'était donc le même pullover, à votre avis, que celui que portait l'homme que vous avez vu? Ah, le pullover qu'ils m'ont présenté, c'est le pullover exact qui était sur ce type-là que j'ai vu. Le pullover rouge. Comment expliquez-vous ça alors? Ma foi, ça me paraît bizarre. Ça ne vous a pas semblé curieux qu'on ne prenne pas en considération votre témoignage? Ça m'a paru un peu louche, moi. D'après mes idées à moi, j'ai dit, ma foi,
ils ont l'air de vouloir trouver un coupable, quoi. En fait, l'instruction oubliera purement et simplement tout ce qui a trait au pullover rouge. À toutes ces lacunes, les avocats aujourd'hui ajoutent 2 faits nouveaux. D'abord, un témoignage qui affirme que Ranucci était à Marseille la veille du crime. Quelle importance? Eh bien, cela contredit les aveux de Ranucci, ce qui peut donc mettre en doute l'authenticité même de l'ensemble de ces aveux. La police était au courant et n'en a pas tenu compte, accusent les avocats. Ensuite, ces derniers affirment qu'un procès-verbal, celui-ci, a été surchargé. On aurait rajouté après coup cette ligne, attestant la présence du pantalon sombre taché de sang dans la voiture de Ranucci. Je considère que, ayant obtenu des aveux dès l'origine, les enquêteurs, aussi bien au niveau de l'instruction que de l'enquête de police, n'ont pas fait, à mon sens, leur travail avec toute la minutie voulue et on n'a pas vérifié tout ce qui aurait dû être vérifié. S'agissant d'un procès criminel qui a abouti à la condamnation à mort et à l'exécution d'un garçon de 22 ans, nous pouvons, je pense, exiger que le dossier soit parfait. Et à cet égard, il me paraît entaché d'une grave irrégularité. À ces accusations sérieuses, la police a toujours refusé de répondre. Pour la première fois, l'un des 2 principaux policiers ayant mené l'enquête a accepté de parler, à condition de garder l'anonymat. Pour vous, monsieur, l'enquête a été menée de la manière la plus parfaite qui soit? Mais je vous l'affirme sur l'honneur. Ma parole d'homme. Vous n'avez jamais eu, vous, le moindre doute sur la culpabilité de Ranucci? Absolument pas. Absolument pas. Il n'y a pas une de preuve, il y en a 40 000. Tout le monde dit que Ranucci est innocent, et à ce moment-là, nous sommes, nous, des individus coupables. Parce qu'on va les rendre innocents, un assassin immonde comme ça, c'est un scandale, hein. Un scandale. Mon sentiment profond est qu'il y a un doute fantastique. Je peux faire état auprès de vous de ma conviction. Ma conviction, c'est l'innocence. Mais mon sentiment objectif de professionnel, c'est qu'il y a un doute. Nous n'avons pas à prouver l'innocence de Christian Ranucci. Il appartenait à l'accusation de prouver sa culpabilité. Nous estimons qu'elle ne l'a pas fait. Par conséquent, nous œuvrons à la révision et à la réhabilitation. Bientôt, le dossier sera sur le bureau du garde des Sceaux. S'il le juge utile, il pourra saisir la Cour de cassation et dans ce cas, ce sera à elle de se prononcer sur l'affaire Ranucci.